Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise avec moi-même Michel Iladukunda. Et tout de suite, voici les grands titres. Les résultats d'une recherche de l'organe rwandais des mines du pétrole et du gaz montrent que le sous-sol rwandais regorge des minerais non encore exploités d'une valeur de plus de 155 milliards de dollars américains. Le Rwanda se félicite de l'inscription de 4 sites mémoriaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une demande qui date de plus de 12 ans. Bienvenue encore une fois à ce journal. Les résultats d'une recherche de l'organe rwandais des mines du pétrole et du gaz montrent que le sous-sol rwandais regorge de minerais non encore exploités d'une valeur de plus de 150 milliards de dollars américains. La directrice de cet organe, Yamina Kalitanye, a fait cette révélation ce vendredi dans un entretien avec les parlementaires membres de la Commission de développement économique au Sénat rwandais. Cette recherche effectuée en 2017 à l'aide de vues aériennes montre également qu'il existe 52 sites miniers non encore exploités à travers le pays, y compris 5 aires protégées, notamment des parcs nationaux. Alors qu'il passe du statut artisanal au secteur professionnel, le secteur minier rwandais présente de nombreuses opportunités d'investissement, principalement dans l'exploration, l'extraction et la valeur ajoutée. 2 raffineries ont été créées respectivement pour l'or et le tantal, en plus d'une fonderie d'étain. Les revenus annuels du secteur ont atteint 585 millions de dollars en septembre 2022 contre 516 millions de dollars en 2021 et devraient atteindre 1,5 milliard de dollars en 2024. Le Rwanda se félicite de l'inscription des 4 sites mémoriaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une demande qui date de plus de 12 ans. Jean Damascène, Manishimwe pour le reportage. Les sites mémoriaux de Bisesero à l'ouest du Rwanda, de Murambi au sud, de Nyamata à l'est et de Gisozi en pleine capitale rwandaise Kigali figurent désormais sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette décision historique intervient après plusieurs années d'attente de la part du gouvernement du Rwanda qui avait formulé ces demandes dans le cadre d'appuyer ses efforts de lutte contre le négationnisme et du génocide et de rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda, contrairement à ce que souhaitaient les génocidaires, comme l'indique le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Les sites de Gisozi, Nyamata, Murambi et Bisesero qui viennent d'être inscrits depuis 2012 sont des symboles de mémoire et de réconciliation, car le gouvernement qui a ensanglanté le Rwanda en 1994 ne pensait jamais que les victimes allaient obtenir justice et que le pays allait revivre avec un peuple uni et réconcilié. Ces sites jouent un rôle clé dans ce processus et l'inscription contribuera à faire avancer encore davantage le Rwanda vers la résilience et la réconciliation pour les générations présentes et futures, pour qu'ils ne oublient pas ce génocide et pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais au Rwanda ou ailleurs. Je conclus en signalant que l'inscription de ces sites vient à point nommé car le Rwanda est en pleine préparation de la 30e commémoration du génocide qui débutera le 7 avril 2024. Et cette inscription marque encore une fois la victoire de la vérité historique sur la cruauté du génocide et son négationnisme. Pour l'association des rescapés du génocide IWUKA, l'inscription de ces sites mémoriaux constitue un pas de plus de soutien aux rescapés du génocide en particulier, mais aussi un moyen d'alerter le monde entier contre d'éventuels génocides ailleurs dans le monde. Le fait que les 4 mémoriaux ont été enregistrés sur la liste du patrimoine mondial et de l'UNESCO, ça contient une très grande signification pour toute l'humanité et pour les Rwandais et les survivants bien sûr en particulier, puisque ce sont des lieux d'hommage, ce sont d'abord qui a accueilli les nôtres, c'est un lieu d'hommage, mais aussi c'est un lieu de reconnaissance de ce qui s'est passé là-bas, mais en même temps, ça doit aussi, le monde entier doit en tirer une leçon pour que le génocide soit vraiment banni dans le monde entier. L'une des fonctions de l'inscription de ce site sur la liste du patrimoine de l'humanité, c'est que ça doit être
lieu de reconnaissance, comme je vais de le dire, et lieu d'hommage, même aussi un signe. Ça doit aussi montrer que ce qui s'est passé ne devait pas être nié, que les négationnistes qui fleurent dans le monde entier n'ont pas vraiment de mots à dire et que plutôt les faits sont là et qu'ils sont reconnus par le monde entier, par l'UNESCO, par des institutions appartenant à l'ONU. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique estime aussi que cette reconnaissance réitère l'engagement des Nations Unies quant au caractère sacré et à la valeur primordiale de la vie humaine. L'UNESCO commémore ce génocide le 7 avril de chaque année. Il ne restait donc que l'inscription dans le patrimoine mondial des sites représentant ce génocide, ce qui vient d'être fait ce 20 septembre 2023. Cette inscription est historique car elle est la première en Afrique qui marque l'entrée des sites de mémoire sur la liste du patrimoine mondial, car jusqu'à aujourd'hui, le continent africain n'avait aucun site de mémoire inscrit. Nous saluons le comité du patrimoine mondial qui vient de rendre une décision de rappeler que la vie humaine a une valeur bien plus profonde que celle des bâtiments architecturaux, des animaux ou des chefs-d'œuvre portant une valeur universelle réalisée par l'homme. Cette inscription signale que la vie de la personne humaine qui réalise des œuvres que le comité protège doit être sauvegardée en premier et de façon irrévocable. L'inscription des sites mémoriaux de Bisesero, Murambi, Nyamata et Gisozi au patrimoine mondial fait suite à celle de la forêt naturelle de Nyungwe au sud-ouest du Rwanda qui jouissait du même statut la veille de cette dernière décision. Au moment où le Rwanda poursuit son bon positionnement quant au respect du principe du genre, la Banque nationale du Rwanda indique que les efforts sont en cours pour réduire les disparités hommes et femmes dans l'inclusion financière. C'est ce que nous détaille ici Madame Soraya Akuzialemye, vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, dans une interview qu'elle nous a accordée. Suivez. Il y a plusieurs initiatives, mais on peut déjà se réjouir du progrès que nous avons vu au Rwanda au niveau de l'inclusion financière, que ce soit au niveau du nombre total de Rwandais qui ont accès aux services financiers. Si on prend les 15 dernières années, en 2008, seulement 21% des Rwandais avaient un compte en banque ou accès à des services financiers formels. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 77%. En revanche, le fossé entre les hommes et les femmes est encore à 7%. Il a été réduit de plus de moitié puisqu'il était à 15% en 2010, mais nous pensons en tant que Banque nationale qu'il est important de mettre en œuvre un guide pour les institutions financières afin d'accélérer l'inclusion financière des femmes pour réduire cet écart d'accès aux services financiers que nous observons entre hommes et femmes. Et ce guide que nous avons publié aujourd'hui va permettre aux institutions financières, d'une part, de conduire des recherches au niveau des produits financiers qu'ils offrent aux femmes et aux hommes pour prendre en compte les spécificités des besoins des femmes en financement. Deuxième chose, c'est de continuer à travailler ensemble avec les institutions financières sur l'éducation financière. Des mesures pédagogiques pour élever le niveau de connaissances financières, spécialement pour les femmes. Troisième chose, c'est de mettre en œuvre un mécanisme de suivi sur l'avancement de l'inclusion financière pour que l'inclusion financière soit partie prenante des stratégies que nos institutions financières au pays adoptent. Donc, à moins de 2 ans du championnat du monde de cyclisme au Rwanda, l'Union cycliste internationale se déclare optimiste quant à la réussite de cette compétition. La première a être organisée sur le continent africain. Plus de 20 000 participants sont attendus à Kigali, dont 5 000 coureurs et leurs accompagnateurs. De passage au Rwanda, dans l'optique de s'enquérir de l'état de lieu de ses préparatifs, la directrice générale de l'Union cycliste internationale, la Marocaine Amina Lanaya, n'a pas à cacher son appréciation et son optimisme.
La première fois qu'on sera sur le territoire africain, de l'histoire du cyclisme sur route, de nos championnats du monde. Donc 1921, la création de nos championnats du monde sur route, et en 2025, on sera pour la première fois. Donc en Afrique, c'est quelque chose d'historique, quelque chose d'extrêmement symbolique aussi pour nous. Et c'était une volonté de l'UCI dès le départ, de bloquer l'année 2025 pour le continent africain, où on a fait un appel à candidature, où 2 candidats se sont présentés, le Maroc et le Rwanda, et où le Rwanda a été choisi parce qu'elle offrait les meilleures conditions d'organisation. Donc c'est vraiment une grande fierté, et moi en tant qu'Africaine, je suis marocaine, c'est encore plus important, et ça me tient très à cœur d'avoir une édition réussie en 2025. Et donc là on est à 2 ans jour pour jour du début de la compétition, qu'est-ce qui reste encore à préparer ? Alors écoutez, il y a pas mal de choses à préparer. Vous savez, ces championnats du monde, c'est beaucoup d'investissement en amont. Il y a beaucoup aussi de compréhension aussi des enjeux de la part du comité d'organisation locale, parce qu'on change d'organisateur en fait tous les ans. C'est ça la particularité aussi au niveau de nos championnats du monde. C'est pas l'UCI qui organise, on délègue ou on vend les droits d'organisation à un comité d'organisation locale. Donc là, il y a quand même pas mal de choses encore à faire, mais ce qui est tout à fait normal. On est 2 ans avant l'édition. Il y a donc déjà le comité d'organisation qui a été mis sur pied, on a l'implication du gouvernement, du ministère des Sports qui est très important, et on a la fédération aussi rwandaise qui aide beaucoup à la préparation de ces championnats. On a la chance au Rwanda d'avoir un tour du Rwanda qui est organisé depuis tous les ans en février, depuis 1988 ou 88, et c'est vrai que c'est la vitrine, c'est vraiment pour nous un test event pour ces championnats du monde route. Donc sur les 2 prochaines éditions, donc on aura l'édition en 24 et en 25 du Tour du Rwanda, ça sera aussi l'occasion de tester nos capacités, les capacités du comité d'organisation locale pour livrer cet événement dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on connaît déjà le prestataire qui va aider à l'organisation, qui était censé être GSO mais qui se sont retirés finalement un peu plus tôt dans l'année ? Alors là, ce serait plus une question pour le comité d'organisation. Alors bien sûr, on discute beaucoup parce que nous, on veut vraiment que ce soit un succès, donc on veut vraiment donner aussi les meilleurs conseils pour que l'événement soit bien organisé. Il y a beaucoup déjà de savoir-faire ici au Rwanda. Comme je vous le disais, le Tour du Rwanda est très bien organisé. Il y a d'autres organisateurs aussi en France ou en Belgique qui connaissent très bien le continent africain. Alors je sais qu'il y a des discussions et qu'elles arrivent à bout, et on en saura bientôt par rapport à tout ça. Moi, mon message est très, très clair. Moi, c'est merci de s'aventurer dans ce projet avec l'UCI. On fait confiance au Rwanda, on fait confiance aux capacités d'organisation, capacités d'accueil aussi, comme je le disais tout à l'heure. Le fait qu'il y ait une visa-free policy est très, très importante pour accueillir non seulement l'ensemble des athlètes, les nations, mais aussi les spectateurs et les fans à travers le monde. Ça a été quand même un challenge pour nous ces dernières années dans des pays comme l'Australie ou comme le Royaume-Uni, et c'est vrai qu'on sait qu'ici on a des conditions sûres, on a des conditions aussi qui sont en termes d'organisation qui sont excellentes, et il y a beaucoup d'attention, et ces championnats sont pris au sérieux au plus haut niveau de l'État. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. J'ai très confiance dans la composition, dans les personnes qui sont à la tête et qui composent ce comité d'organisation. Voilà, c'est quand même des personnes aussi qui sont dans le ministère des Sports et qui sont aussi dans la fédération. Alors oui, il y a eu quelques turbulences. Ça arrive, on va dire, je ne dis pas que c'est quelque chose d'exceptionnel, ça arrive dans certaines fédérations. Maintenant, ça a été tout à fait bien géré, et aujourd'hui, on ne ressent pas les conséquences de ces changements. Donc en tout cas, pour les championnats du monde en 2025, ce n'est pas du tout une préoccupation pour l'UCI. Kigali a abrité cette semaine un événement important dans le domaine culturel, c'est Afrique à la mode. Pour en savoir un peu plus, notre confrère David Carmel s'est entretenu avec les organisateurs de cet événement qui nous livrent ici d'amples explications. Il commence par nous dire ce qu'il faut entendre par Afrique à la mode. Lorsqu'on avait pensé à faire quelque chose dans un autre continent, donc on a pensé à l'appeler Africa à la mode, parce qu'il y avait Haïti à la mode. Oui. Donc de Haïti, étant donné qu'on va le faire ici, donc on l'appelle Africa à la mode. Mais c'est juste pour
comme il dit, promouvoir les créateurs, les jeunes qui sont talentueux dans cette mode-là. Et que, alors, mon concept, c'est que on revient chez nous. Donc, ce sont nos racines, malgré qu'on était nés ailleurs, à la Caraïbe et tout ça, mais étant donné que c'est notre racine ici en Afrique, donc on revient aux racines et surtout que le monde maintenant adore l'Afrique. Donc pourquoi pas venir et montrer ce que l'Afrique a à offrir. Quand on parle de mode, on aime bien le voir comme un art. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une industrie qui entre dans l'économie, dans l'écosystème économique. Dans des pays comme la France ou encore l'Italie, la mode, c'est une industrie qui fait entrer des milliards d'euros chaque année. Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut penser à la mode comme un des secteurs sur lesquels il peut s'appuyer dans son économie, peut-être dans le futur? Bien sûr, bien sûr. Si vous voyez maintenant, et dans la mode, il y a un changement. Pendant les années de 2000 à 2010, il y avait beaucoup de créateurs, de créatrices, de mannequins, de mannequinat, ils sortaient de Sud-Amérique. Le Sud-Amérique, c'est ça. Et en 2010 et 2015 et 2016, c'était l'Europe. Et maintenant, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui domine maintenant. Tu vois, les grandes marques, ce sont des créateurs, de créatrices africaines, des mannequins, de mannequinats africaines qui sont en grande demande ces jours-ci. C'est ça l'idée. Et ce n'est pas seulement le mannequinat, alors, excuse-moi. C'est pas seulement le mannequinat, c'est que ce que je vois aux États-Unis maintenant, alors tous les designers, ils ont tendance à ne pas dire copier les dessins africains, mais peut-être... S'inspirer. Exactement, s'inspirer. Oui. Donc, pourquoi seulement l'inspiration et pourquoi pas revenir à la source pour pouvoir... Oui. Absolument. Oui, c'est vrai. Alors, Corinne, vous êtes aussi éditrice en chef de Creative Magazine, on l'a dit en introduction. Et la question que je me pose, c'est quelle est l'importance, selon vous, pour les médias africains de mettre l'attention, la lumière sur la mode ou les autres métiers artisanaux et artistiques? Oh, c'est très important, parce que sans l'art, il n'y a pas de vie. Donc, l'art est la vie, si quelqu'un comprend vraiment. Parce que imagine-toi qu'il y avait seulement que les docteurs ou les avocats et tout ça. Sans art, ce serait une vie monotone. Tandis que j'ai créé Creative Magazine pour pouvoir montrer les talents du monde. Alors, ce n'est pas seulement ciblé aux États-Unis. Grâce à Dieu, je dois dire qu'on a été à Paris l'année dernière, on a lancé à Paris, et maintenant, j'espère qu'un jour qu'on peut avoir l'opportunité de le lancer aussi ici. Donc, on commence par l'événement de la mode, et peut-être l'année prochaine, on verra avec le magazine. Aller plus loin. Yeah. C'est vrai. Et justement, en parlant d'extensions qui vont avec le domaine de la mode, c'est bien sûr ces événements autour de cet art et de cet artisanat de luxe, disons. On voit de grands rassemblements mondiaux comme les Semaines de la mode ou Fashion Week qui sont connus à Paris, à Tokyo, à Milan, à New York. Est-ce qu'on peut espérer voir en Afrique un événement de cette envergure ou plusieurs? Et aussi, est-ce que c'est important d'en avoir? Moi, je pense c'est la cible. Oui. Quand vous voyez New York, et surtout si c'est une destination touristique, okay, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter. Et pourquoi pas? Comme si vous allez à New York, vous allez à Manhattan, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire. Et à New York, il y a 2 Fashion Week, pendant l'été et pendant l'automne. Tu vois? Mais si vous voyez les pays comme l'Italie et la France, à Londres, en Angleterre et tout, ce sont des pays touristiques. Je suis venu l'année dernière pour visiter Rwanda et ce que je vois. Et je suis venu cette semaine, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de touristes qui rentrent. Et
c'est une opportunité pour offrir quelque chose d'autre à faire. Exactement. Donc, ce n'est pas seulement pour le tourisme, parce que, étant donné qu'avec les caméras, maintenant, ça peut être diffusé dans le monde entier, sur Internet et tout ça. Donc, c'est une façon de montrer qu'il y a des talents partout. Et surtout, étant donné que on ne prend pas, comment dire, on ne se rend pas compte qu'en Afrique, parce que la mode, ce n'est pas seulement en Europe ou aux États-Unis, mais l'Afrique même est l'inspiration pour les autres. Alors même si on retourne dans l'histoire, on peut même voir que ce qui se fait dans la mode, comment dire, normale, quoi, était inspiré par l'Afrique. Donc, on doit tout à l'Afrique alors. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Moi-même, Michel Iladoukounda. Bonne poursuite des programmes de la télévision et surtout, bon week-end.